Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission Au coin du feu. Aujourd'hui nous recevons un invité très particulier, très spécial. Il nous vient tout droit du 95 d'Argenteuil. Il a dépassé les 30 ans, donc officiellement il ne peut plus faire partie du club des 27. Il a des goûts en basketball assez poussés vu que son joueur préféré est LeBron James. Bonsoir Edouard, t'es là. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas trop mal. Je suis bien fatigué en ce moment. Mais on va essayer de tenir jusqu'à la fin de l'interview au moins. Alors pour commencer cette interview, j'avais envie de parler un petit peu de votre enfance, monsieur Redouane. Waouh. Vous avez toujours vu un culte, on peut le dire, au monde des médias, à la télévision. Votre idole, quand vous étiez petit, une de vos idoles, Georges Eddy, était l'une de vos idoles quand vous étiez petit. Est-ce que c'est toujours le cas? Totalement. Gros big up à Georges d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est devenu un ami aujourd'hui. Ouais, Georges Eddy, qui est la voix du basketball sur Canal+, la voix des sports américains en général, et d'une certaine manière, dans les années 90, la voix de l'Amérique. C'était une période un peu bizarre, les années 90, en réalité, parce qu'on est après la chute du mur. Moi, j'ai grandi à une époque où on pensait que les problèmes étaient terminés, que les guerres étaient finies, et que, avec l'américanisation de la société, c'était les grandes années McDo, il y avait des séries américaines tous les soirs à la télévision, et il y avait du basketball, il y avait Georges. Vous regardiez quoi comme série américaine? Ma famille d'abord? Le Prince de Bel-Air avant, puis Malcolm, Ma famille d'abord, Une nounou d'enfer, Marié 2 enfants. Je peux t'en citer des milliers comme ça. Dès votre plus jeune âge, vous saviez ce que vous vouliez faire, travailler dans ce monde-là, le monde des médias? Ouais, Vous le saviez. ouais. Mais Toujours. vous avez décidé, vous avez visité Sciences Po. Ouais, Mais vous avez décidé de ne pas y aller. bah ouais. Ouais. Non, mais de toute manière, j'ai fait le tour un peu des écoles de journalisme à Paris. Et je me suis vite rendu compte que les voies classiques me faisaient chier. Parce que je savais que ça allait prendre du temps. Et moi, je considérais du temps que j'en avais pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, en réalité, avec le recul. Mais quand j'étais au lycée, j'étais pressé. J'étais pressé de faire ce que j'avais envie de faire. Et pressé de gagner de l'argent aussi. C'était bizarre. C'était une période un peu bizarre pour moi. Donc j'ai fait le choix d'aller dans une école privée de journalisme, post-bac, pour ne pas perdre de temps et pour régler cette question-là en 3 ans. Vous dites les voies classiques. Qu'est-ce que vous entendez par voie classique? La voie tout simplement du bac plus 3, la voie comme de Sciences C'est Po? ça, ouais, quand on veut faire du journalisme, la plupart du temps, on fait une prépa, bac plus 3, une licence, et puis ensuite, au bout de ces années-là, on intègre une école de journalisme. Moi, ça me paraît que c'est trop loin, vraiment. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer aujourd'hui, mais je me sentais pas à ma place à ces endroits. Après, c'est peut-être dû à mes origines sociales, mais je me sentais un peu exclu aux journées portes ouvertes. En tout cas, je sentais qu'on s'intéressait pas à moi. Et j'ai été dans une école privée qui, pour le coup, était une boîte à fric. Alors, eux, ils s'intéressaient à moi parce qu'ils sentaient que tout le monde, à partir du moment où on amène le chèque, tout le monde se vaut. Euh, mais en tout cas, je me sentais un peu plus considéré. Et c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait prendre cette route, en tout cas. En parlant de vos origines, vous avez dit la radio, ça m'a toujours intéressé, c'était les médias de mon père. Ouais, mon père écoutait beaucoup France Info quand j'étais gamin. La radio venait de se lancer, France Info, c'était le premier média d'information en continu. Et mon père, qui était boucher, comme plein d'artisans, on écoute la radio dans la boutique. Et je sais pas pourquoi mon père vouait une obsession à France Info. Moi, ça me faisait chier parce que le journal revenait toutes les 15 minutes. Euh, mais c'était comme ça. Et on était accompagné par France Info. Et vu que j'ai passé beaucoup de temps dans cette boucherie, c'est venu naturellement. Après, moi, je suis un enfant de la télé, hein. J'ai aussi beaucoup passé de temps devant la télé, beaucoup trop, je pense. Vous regardiez quoi à la télé? Vous nous avez dit des séries. Est-ce que vous regardiez beaucoup de sport aussi? Beaucoup de séries, beaucoup de sport US, et puis des programmes de flux, hein. Moi, j'ai tout regardé, des jeux, y a des vidéos de moi de gamin. Je devais avoir, je sais pas, même pas l'âge de mon fils, même pas 2 ans, et je chantais le générique de Motus. J'étais complètement dingue de jeux télé. Je regardais Question pour un champion quand j'étais gamin. Mes premiers grands souvenirs de politique, c'est devant C'est dans l'air, qui se lançait en 2001. En 2001, j'avais 9 ans. Et je me souviens que tous les soirs, je me précipitais chez moi pour regarder C'est dans l'air. Pas de jugement. Je sais que tu me prends pour un ouf, mais c'est comme ça. Aucun jugement. D'ailleurs, en parlant famille, est-ce que à votre enfant, vous essayez de lui transmettre un peu cette passion des médias? Non. Non. Après, bon,
Il est jeune encore. Il est très jeune, mais il a un papa qui est à la radio, il a une maman qui travaille dans l'audiovisuel, donc il grandit parmi les micros, les caméras, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, il va forcément soit s'y intéresser, soit totalement rejeter ces métiers-là. Non, j'essaye vraiment de lui transmettre la passion du basket, parce que je pense qu'il faut qu'il devienne joueur NBA, clairement. Ah bah justement, je voulais en parler, la transition est incroyable, je voulais en parler. Du coup, vous avez souvent parlé du projet Mbappé pour votre enfant. Non, moi c'est le projet LeBron. Ah, le projet... Alors j'ai 2 projets en réalité, parce que je me suis mis au golf récemment. Oh. Donc je me dis, soit projet LeBron, soit projet Tiger Woods, parce que je vois que des gamins très jeunes commencent le golf. Et je me dis, purée, s'il y a 2-3 ans, j'arrivais à lui mettre un club dans les mains, l'avenir est tout tracé. Bah, y a énormément d'argent à faire dans le golf, hein. Les cash Totalement. prize sont énormes. Ouais. Alors pour le coup, c'est pas... c'est payé par Donald Trump, le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Mais écoutez, l'argent n'a pas d'odeur. Justement, parlons un petit peu d'argent et de son odeur. Ah. Vous avez beaucoup travaillé avec Cyril Hanouna. Cette transition, elle est magique. Vous avez beaucoup travaillé avec Cyril Hanouna, vous avez travaillé à la création de TPMP, Ouais. et vous avez dit à Media School Carrière en 2016 à l'époque, Je dis beaucoup de conneries. vous aviez dit il y a une liberté totale chez C8 et c'est ça qui me plaît. Est-ce que vous maintenez vos propos ? On le voit encore aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop de liberté. On a insulté un député de la République en direct. Donc ça prouve bien que la liberté est totale chez lui. Enfin, la liberté, pas pour tout le monde, la liberté surtout pour lui. C'est sûr qu'il est capable de tout réaliser en fait sur C8. Est-ce que vous aviez déjà cette sensation-là en 2016 que Cyril Hanouna était un petit peu le maître ? Moi, je l'ai rejoint à une période un peu particulière. C'était une période où il quittait France 4. Donc l'émission marchait bien, mais c'était en hebdo. Et marchait bien, c'était beaucoup moins d'1 million. Hein. Ils étaient plutôt autour de 500 000, 600 000 le jeudi soir. C'était miraculeux pour France 4. Il arrivait sur D8, une chaîne qui se créait, qui venait d'être achetée par le groupe Canal+. Et on ne savait pas très bien ce que ça allait devenir, cette chaîne. Donc moi, j'arrive, on était dans une toute petite équipe, mais vraiment une toute petite équipe. C'était vraiment un commando, comme je le dis souvent, parce que fallait produire une émission tous les soirs et on n'était franchement pas assez. Et oui, la liberté était totale. Donc ça m'a permis de faire beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses. Et ça, pour le coup, je dois ça à Cyril. C'est le premier qui m'a embauché. Hein, parce que pour le coup, avant lui, personne n'avait osé. Vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrit. Non, mais je suis sévère. Je suis sévère avec lui parce que c'est un animateur exceptionnel. C'est un animateur exceptionnel, c'est un talent exceptionnel. Il a énormément de qualités en réalité, des qualités humaines. Il a une capacité d'écoute. Il va là où la télé ne va pas habituellement. Il va écouter des gens qu'on n'entend pas. Il reçoit des gens qu'on ne voit pas. Et il aurait pu le mettre au service d'une belle cause. Malheureusement, c'est en train de déraper ces derniers temps. Je le regrette. Et je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu parce que je pense qu'il faisait du bien à la télévision française. Je pense qu'il aurait pu faire encore mieux. Et là, malheureusement, je pense qu'il est en train de détruire tout un tas de liens entre les Français. Et je pense que c'est pas son objectif premier. En plus, je pense qu'il se détourne de ce que lui aime. Lui, je pense que son rêve, malheureusement, mais un rêve un peu fou, c'est que les nazis, les juifs et les arabes se tiennent par la main et font une ronde. C'est vraiment... Il est animé par ça, par le... Moi, je me souviens de discussions avec lui où, par exemple, il était beaucoup moins sévère que certains sur Dieudonné. Où il avait envie de vraiment d'aller vers la réconciliation et ça a pris un chemin très différent ces derniers temps. Je suis hyper inquiet par ce qui se passe sur ces plateaux. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Cyril Hanouna ? Non, la dernière fois qu'on s'est vu, pour tout te dire, c'était quand on l'avait reçu sur Inter, c'était il y a 4 ans. Et ouais, une fois je l'ai croisé brièvement, un salut, mais pas plus. Non, bon, il est très occupé. Hein. C'est un joueur de padel professionnel maintenant, donc il faut bien qu'il joue toute la journée. Et puis en plus, le soir, accessoirement, il a 3 heures d'antenne. Une dernière question sur Cyril Hanouna, parce qu'après on va pouvoir se recentrer un peu sur vous. Mais si un jour il vous envoie un petit message, un mail, je cite: salut ma petite beauté, si je t'invite un jour sur TP, je veux t'inviter ce soir sur TPMP, est-ce que tu réponds ? Oui. Jamais de ou la non ? vie. Jamais de la vie. Jamais. C'est un piège TPMP, parce qu'en plus, même quand on est bien traité par l'équipe de Touche pas à mon poste, le public est hyper sévère en réalité. Très dur, le public de Touche pas à mon poste. Il y a énormément de gens qui se font harceler à la sortie de Touche pas à mon poste par les téléspectateurs.
Et non, c'est la pire chose à faire. Et vraiment, y aller gratuitement, je vois pas pourquoi je ferais ça. Parce que s'il y a un petit chèque à la clé, Tous monnaie. c'est vrai qu'à tout moment on se retrouve avec des nouilles dans le caleçon, c'est assez particulier. Ça Vous va avez, très vite. vous avez parlé un petit peu de sa passion, le sport, Ouais. une passion que vous partagez tous les deux. Ouais, d'une certaine manière. Mm. Lui, je pense il s'y investit beaucoup plus que moi, mais Bah, bon. vous avez aussi un investissement qui est colossal. Vous avez souhaité courir le marathon. Ouais. C'était une longue préparation. Vous avez retransmis donc toute votre aventure sur un podcast. Ouais, c'est pas fini. Et l'aventure n'est pas finie. Comment elle avance cette aventure? Et bah, il y a eu plein de problèmes parce qu'à la base, je devais faire le marathon 2021. Mais entre-temps, bah, il y a eu un petit truc. Le s'appelle coronavirus. Covid. Ouais. Donc, qui nous a vachement handicapés. Et puis, accessoirement, 31 décembre 2020, j'ai failli mourir. Il m'est arrivé un truc très con. Appendicite qui tourne mal. Je m'en suis pas rendu compte. Et ça a fait une péritonite le 31 décembre à 23h. Donc, c'est pas le meilleur moment de l'année pour être aux urgences. J'ai pas été hyper bien soigné. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé avec un abcès. J'ai été entre la vie et la mort pendant quasi un mois. Et bien évidemment, c'est 8 mois d'arrêt de sport. Donc voilà, j'ai été handicapé. Parce qu'à la base, alors faut quand même le rappeler, mon projet c'était de courir le marathon en étant obèse, parce que je pesais 115 kilos au début de l'aventure, et handicapé. Parce que j'ai une hémiplégie du côté droit depuis que je suis gamin. Euh, et malheureusement, en m'arrêtant 8 mois, forcément, ça me ralentit. J'ai énormément pris de poids. J'ai fini à 122 kilos, donc beaucoup plus que le poids initial. Et là, je me remets petit à petit. Et mon objectif, donc c'est plus 2021, c'est un objectif de plus, bien évidemment, vu que l'année est terminée, maintenant on est en 2022, j'ai du mal à m'y faire. Mais un objectif plus lointain, c'est les Jeux 2024. Parce que cette année, à Paris, il va y avoir un marathon, comme à chaque jeu, mais en plus du marathon, en parallèle, il y a un marathon pour tous, ouvert au public, donc limité à 60 000 dossards. Et j'ai mon dossard, donc j'espère pouvoir courir le marathon 2024, même si ce marathon des Jeux a 2 difficultés. D'abord, c'est en août, donc il fait très chaud. Et en plus, c'est un marathon qui va du centre de Paris jusqu'à Versailles et qui revient ensuite à Paris. Donc pour les non-franciliens, c'est quasiment que de la côte. Donc un marathon très ambitieux. C'est quoi votre numéro de dossard? Je l'ai plus en tête. Mince. Je voulais vous parler un petit peu aussi de, donc du coup vous avez donc pendant un mois été dans un press, à l'hôpital Ouais. après cet abcès. Et comment on tient à ce moment-là? À quoi on pense pendant ce mois? On craque totalement. On tient pas. Non, en plus il y avait d'autres difficultés. Déjà, mon fils venait de naître, donc je laisse un bébé de 2 mois à la maison avec mon épouse. Et je devais, je sais plus pourquoi, être immobilisé pour que le traitement passe mieux. Donc on m'avait totalement immobilisé les bras et la tête. Et donc je regardais le plafond pendant des heures et des heures et des heures. Ça a été comme ça pendant des jours. Et à ce moment-là, non, j'ai pété un câble. Vraiment. Parce qu'en plus, on était en pleine période post-confinement. Donc il y avait... on était même... Attendez. Ouais, non, c'était encore il y avait encore le couvre-feu, etc. Donc il n'y avait pas de visite possible. Le personnel soignant venait nous voir en faisant hyper attention de temps en temps. Donc on était terriblement seuls. Et c'était une période hyper dure. Donc non, là, il a fallu être fort dans la tête. Mais je ne l'ai pas été et j'ai craqué. Vous avez déclaré quand vous étiez, donc toujours dans cette même interview pour Media School Carrière, quand vous étiez à Beurre FM, Waouh. vous avez couvert la présidentielle, Ouais, vous essayez d'obtenir des informations des candidats d'extrême droite, ouais. et vous avez dit c'est ça le terrain, le journalisme c'est un combat. Est-ce que vous vous considérez comme un battant? J'avais, alors pour tout te dire, 19 ans à l'époque de ce stage à Beurre FM. Non, 20, parce que c'était la présidentielle 2012. 19-20. Et on m'a envoyé à 19 ans suivre tous les meetings de Marine Le Pen. Alors, quand on s'appelle Redouane Tella, quand on a un micro Beurre FM, aller au siège du Front National, aller sur les meetings, c'est une sacrée expérience. Donc, on s'en prend plein la gueule. Mais bon, j'en avais vu d'autres avant. Donc, je me suis pas laissé intimider. Et au final, ça m'a appris plein de choses. Et surtout, j'ai, je pense, un peu mieux compris l'extrême droite. Faut toujours suivre ces milieux-là, c'est intéressant. Ici, il passe plein de trucs, notamment derrière la dédiabolisation affichée. Il y a quand même
tout un tas de groupuscules qui soutiennent, en tout cas qui soutenaient en 2012 le Front National, qui avaient des méthodes un peu particulières. En plus, vous avez grandi dans le 95. Ouais. Est-ce que ça vous a forgé quelque chose? Qu'est-ce que vous retenez de cette enfance dans le 95? Faut se dire quand même, faut s'imaginer donc un petit handicapé, c'est ce que j'étais, qui est grandi dans des milieux où pas connu pour être hyper tendre. Vous brûliez des poubelles quand vous étiez enfant? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé au moment des émeutes. Mais avant ça, déjà, il a fallu presque survivre parce que c'était des milieux hostiles et notamment des milieux qui supportaient pas toujours hyper bien la différence. Mais comme plein de cours de récré. Sauf que là, il y avait la violence des quartiers populaires en plus. Donc il a fallu se bagarrer beaucoup. Il a fallu mettre des coups, il a fallu s'endurcir et je pense que ça m'a servi toute ma vie en réalité ce moment-là. Est-ce que désormais vous essayez de retourner un petit peu à Argenteuil? Est-ce que vous essayez de transmettre quelque chose à ces jeunes-là? Tout le temps. Alors transmettre, non, parce que je pense qu'ils n'en ont pas envie. Pour tout te dire, le seul atelier que j'ai fait de ma vie à Argenteuil, ça s'est très mal passé. Parce que le peuple argenteuilais est un peuple fier, qui ne pense qu'on ne peut rien lui transmettre. Donc ils n'avaient surtout pas envie d'entendre ce bobo là de France Inter venant leur faire la leçon. Donc non. Mais par contre, j'ai des liens très forts avec la ville, avec certaines familles, certaines associations, certains groupes. J'y vais quasiment tous les week-ends là-bas, ne serait-ce que pour voir ma famille. Et puis en plus, non, je me sentirais toujours argenteuillet. Si ma femme acceptait de vivre à Argenteuil, je pense que j'y vivrais toute ma vie. En parlant de votre famille, comment va Wissam? Wissal. Wissam. 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 C'est qui Wissam? C'est votre cousin. Il s'appelle Wissal. Wissal, pardon, Mon excusez-moi, cousin. pardon, excusez-moi. Non, Wissal, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Bah, il va bien. Bah, lui habite à Argenteuil encore aujourd'hui. Et c'est mon petit cousin que j'aime très fort, qui me suit dans pas mal de mes galères. Et je suis très proche de mes cousins. Très, très proche de mes cousins. On les entend dans le podcast. C'est comme ça que tu as entendu parler de lui, je pense. Ouais, c'est comme ça. On les entend dans le podcast. Et non, 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 ils font partie de ma vie. En réalité, moi, j'ai peu d'amis, mais par contre, j'ai mes cousins autour de moi en permanence. D'ailleurs, vous disiez, le basket m'a aidé à beaucoup socialiser. Est-ce que vous faites toujours du basket? J'essaye, mais je suis vieux maintenant. Je suis vraiment vieux, je le sens dans les terrains. Non, non, je le sens sur les terrains. Je le sens. Déjà, maintenant, quand j'arrive sur un terrain de basket, on me prend vraiment pour le daron de service, avec des moves de daron, qui joue placé, etc. Les jeunes d'aujourd'hui ne jouent pas du tout comme on jouait il y a 10 ans. Et non, j'aimerais reprendre en club en réalité. Mais pour ça, il faut que je sois beaucoup plus performant à tous les niveaux. Mais ouais, j'aimerais reprendre en club, j'aimerais faire partie d'un club d'anciens et jouer entre anciens. Mais sur les playgrounds, c'est de plus en plus dur. Donc maintenant, ma technique, c'est que j'ai un playground à côté de chez moi qui est ouvert la nuit. Donc je vais jouer avec des amis du petit matin entre 5h et 6h. Alors c'est un public très particulier, c'est un public de darons pour le coup, et ça me va très bien parce que je me fais pas écrabouiller la gueule par des mecs de 15 ans qui mesurent 1m93 et qui pèsent 100 kg de muscles. Ça, je m'y interdis. On va dire que vous levez le matin, c'est pas quelque chose qui vous pèse. Vous êtes toujours levé assez tôt, même pour préparer le marathon. Vous avez notamment déclaré que vous vous leviez régulièrement à 5h du matin. Tout le temps, week-end compris, je me lève toujours à 5h. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les pages Instagram Instant Millionnaire conseillent aux gens de se lever à 5h du matin pour avoir toute la journée disponible? Ou alors c'est juste une question que vous avez, une habitude que vous avez pris? Bah ouais, c'est comme ça. Après, pour le coup, moi j'ai beaucoup travaillé pendant mes études et je travaillais le matin avant d'aller en cours et le soir. Et donc j'ai peu dormi et j'ai gardé cette habitude-là. Donc maintenant je dors plus, c'est conseillé, mais ouais, je me lève toujours le matin. J'aime bien le matin, j'aime bien l'énergie du matin. Je me vois pas. Par exemple, j'essaye de courir de temps en temps le soir en sortant du boulot et c'est une autre énergie. J'aime pas, ça bouge beaucoup trop en plus à Paris et tout. Alors que le matin, bah il y a que les braves. Et j'aime bien, ça me valorise personnellement. Les braves comme Vin Diesel, comme les mecs qui disent qu'il faut se lever à 3h du matin. D'un côté, là, je suis d'accord avec cette vision qu'il y a la fatigue aussi le soir, mais il y a des gens, par exemple, comme moi, qui sont beaucoup plus productifs le soir. Et je trouve personnellement que le matin, c'est très difficile. Le Je matin. l'entends, moi c'est pas mon cas.
Alors, pour le coup, le matin, quand je me lève, j'ai besoin, première étape, de faire une revue de presse tous les matins où je check. Alors, ça peut être résultats NBA, conneries sur Twitter, mais aussi les derniers articles que j'ai pas lus, de la presse nationale. Ça, je le fais systématiquement, à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, ma journée a commencé et je me sens beaucoup plus frais. Le soir, et très franchement, hein, depuis que je suis papa, le soir, je veux vraiment le réserver à mon fils. J'ai pas envie d'être égoïste et faire mon sport. Alors je sais à 5 heures que pour le coup, lui, il est pas levé, c'est un gros feignant. Donc à 5 heures du match, je peux faire mon sport tranquillement, il dort. Comme ça, le soir, quand j'ai fini ma journée, je suis 100% focus avec lui. Vous avez notamment déclaré du coup que vous vous leviez à 5 heures du matin, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est aussi lié au fait que vous aimez beaucoup écouter les matinales? Non, parce que je n'en écoute quasiment plus de matinale, parce que ça me rappelle trop le boulot. Donc forcément, j'essaye de m'en éloigner. Mais non, le matin, c'est un truc un peu particulier. Après, mon père était boucher, je l'ai dit. Les artisans, ils se lèvent tôt. C'est comme ça. Et je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, j'essaie de reproduire le modèle de mon père. Mon père est hyper important dans ma vie. C'est mon modèle. J'essaye absolument pas de tuer le père. Moi, j'ai une fascination pour mon père, une fascination totale. J'ai un lien très bizarre avec lui. Et, j'essaye de lui ressembler. Et pour moi, un, un homme, un vrai, ça se lève tôt le matin et ça fait ce qu'il a à faire. Est-ce que vrai ou faux, vos trois modèles sont votre père, LeBron James et Michel Denisot? Plus tout à fait vrai. Pendant très longtemps, Denisot, ça a été un modèle parce que Denisot, il avait un sens que je lui enviais de la concision. Il arrivait à faire court. Pour lui, l'exercice roi du journalisme, c'était la brève. C'était l'idée d'écrire court et de dire en moins de mots possible le plus de choses. Ça, je lui enviais parce que moi, je m'étale. Mais maintenant, non, j'ai peut-être d'autres modèles. Alors, pour le coup, LeBron, ça reste toujours un modèle, mais un modèle de vie en plus, au-delà du basket. Hein. Le basketteur me fascine, mais il y en a d'autres des basketteurs qui me fascinent. Mais lui, c'est l'homme en plus, c'est un homme parfait. Quand même, mine de rien, ça fait 20 ans qu'il est dans le paysage médiatique américain. On ne lui a pas trouvé un seul défaut, c'est délirant. Le mec est fidèle, bon père, engagé, présent pour la communauté, avec des fondations, etc. Il a une image parfaite. Alors bien évidemment, je pense que l'homme dans la vie doit avoir ses failles, mais il n'y a rien qui dépasse médiatiquement, ça me fascine. C'est bien qu'on parle de LeBron James parce que c'est vrai ça a été un des premiers basketteurs dans les années 2000 à vraiment cultiver cette image. Il dépense des millions d'euros dans son image, sa condition Totalement. physique. Et c'est drôle parce qu'il y a souvent des images qui ressortent de lui où il commence des livres. Et ça pourrait être l'un de ses défauts de ne pas finir ses livres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photos de LeBron James où on le voit lire les premières pages. Alors on le voit jamais au milieu d'un livre. Je pense qu'il a une fascination pour les intros, les préfaces. Mais ouais, ça c'est un mème qui revient souvent sur les réseaux qui me fait vachement rire. Après, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a, je sais plus, 3 ans, je crois, 4 ans. Il y a pas si longtemps. Il était de passage à Paris et il est en représentation permanente. On le sent. J'ai discuté un peu avec lui, j'ai discuté notamment de ces sujets de représentation médiatique parce que c'est des choses qui me fascinent. Et il sait depuis toujours, c'est un gamin qui a été repéré quand il avait 14 ans. Et depuis toujours, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'il représente bien plus que lui, il représente tout un État, toute la communauté noire. Et donc, il essaye d'être le plus intransigeant avec lui-même. Et ça me fascine. Parce que combien d'hommes ont pété les plombs avec cette pression? Là, en ce moment, il y a un joueur qui nous fascine tous, qui est un jeune Français qui s'appelle Victor Wembanyama, qui est un phénomène des terrains, que le monde entier nous envie. On dit que depuis LeBron James, on n'a pas vu ça. Victor Wembanyama, il sait aussi qu'il a la pression. Je me demande si un jour il va pas craquer et qu'il va pas tout envoyer chier. C'est qui, avec Victor Wembanyama, c'est qui vos nouvelles pépites, vos nouveaux basketteurs que vous aimez beaucoup? En France, j'aime beaucoup Nadir Ifi. C'est un joueur Qui est strasbourgeois. Qui est strasbourgeois, Qui est strasbourgeois, je savais Nadir pas. Ifi. Il a joué dans le petit aparté, il a joué dans le club à côté de chez moi. C'est génial, je savais pas du tout. Moi, c'est un mec qui me fascine. Alors, pour le coup, un peu de patriotisme, il est franco-algérien comme moi,
Il joue pour l'Algérie, ce qui est quand même rare pour un basketteur. Et puis c'est un joueur intéressant parce que c'est un petit joueur, un petit gabarit qui a explosé tard. Et c'est un peu le fantasme de tous les mecs qui ont fait ma taille. Moi, je fais 1m78. Et jusqu'au bout, j'ai rêvé. Je me disais, bon, bah, je me suis pas fait repérer, mais peut-être qu'un jour, ça va venir. Et bah, lui, il s'est fait repérer à 18 ans. Et c'est tard pour un basketteur. Donc, ouais, il y a Nadir Rifi. Et aux États-Unis, je supporte Miami Heat depuis plus de 20 ans, donc j'aime beaucoup Tyler Hero. Je sais pas si on peut le compter comme jeune encore aujourd'hui, mais Bam Adebayo me fascine. Et puis, bien évidemment, Ja Morant, comme tous les fans de NBA, Ja Morant est exceptionnel. C'est un joueur qui a de la dynamite dans les jambes et il fait rêver, il va faire rêver des centaines de millions de gamins partout dans le monde. C'est qui le joueur que vous auriez rêvé être? Jordan, Michael Jordan? bah, bien évidemment. Est-ce que c'est lui le GOAT? Je sais pas, parce qu'en réalité, donc derrière la figure de GOAT, the greatest of all time, il y a aussi l'idée de se dépasser dans plusieurs domaines. Et je pense que LeBron James coche beaucoup plus de cases en réalité. C'est un joueur beaucoup plus, sans rentrer dans les détails, on fait vraiment une discussion de connard de basket, mais beaucoup plus all-around. Donc c'est un joueur qui est capable de jouer à tous les postes. C'est un joueur qui, de par ses engagements, est beaucoup plus, je pense, important pour les communautés. Pour l'Amérique, il s'est élevé face à Trump. Michael Jordan est resté très silencieux. Euh, mais Michael Jordan, c'est le joueur ultime en réalité. C'est le joueur qui n'a rien raté. Et ça me fascine. Moi, j'aurais adoré ne rien rater dans ma vie. J'aurais adoré ne pas avoir d'échecs. Michael Jordan a joué 6 finales, a gagné toutes ses finales. Maintenant, voilà, vous avez 30 ans. C'est quoi le plus grand échec de votre vie selon vous? Si vous n'en avez pas, c'est possible, hein, si vous êtes très satisfait. Mais je pense qu'on a tous un échec ou quelque chose qu'on regrette. Euh, Je me voyais ailleurs à 30 ans. Ailleurs, c'est-à-dire dans un autre pays Non, non, ou... non, non, non. Je pensais que je serais. J'avais très faim. J'ai commencé ma carrière en ayant très très faim. Et j'avais vraiment envie de réussir sur tous les domaines. Et à 30 ans, très sincèrement, je pensais que j'aurais monté ma boîte, j'aurais monté ma petite boîte de production qui tournerait bien. Euh, un de mes modèles dans les médias, en dehors de Michel Denisot, c'est Jean-Luc Delarue. Parce que Jean-Luc Delarue, d'abord, ce qu'il faisait à la télévision me fascinait. Il faisait des émissions testimoniales avec des témoignages à la première personne. Et ça me touche beaucoup parce que je pense que derrière les histoires à la première personne, il y a beaucoup de choses en commun. Moi, j'ai grandi en regardant les émissions de Jean-Luc Delarue et elles m'ont beaucoup touché, elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont beaucoup fait évoluer aussi. Après, faut pas finir comme Jean-Luc Delarue. Il ne faut pas finir comme Jean-Luc Delarue, mais Jean-Luc Delarue, il a très bien commencé. Il a commencé jeune et ça, c'est une de mes obsessions. Je voulais réussir jeune et je pense que j'ai un peu échoué. Certains comparent Jean-Luc Delarue à Tony Montana dans le film Scarface Mais non. où il commence très très fort et après on assiste à une très grande chute. Oui. Je sais, il y a beaucoup de personnes dans ce monde-là des médias qui considèrent que ils auraient dû commencer plus jeunes. Ouais. Maintenant, un jeune journaliste qui aimerait se lancer, qu'est-ce que vous diriez? Je sais pas. Est-ce que tu as vraiment envie de te lancer? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance en plus, paradoxalement. Je dis que j'ai échoué, que j'ai pas réussi assez jeune, mais moi, je n'ai pas vécu la précarité, le chômage. Pendant que j'étais à l'école, Hanouna me propose un contrat. Ensuite, j'ai quitté Hanouna pour reprendre les études. Quand je passe mes examens, il y a un formateur qui travaillait à France Inter qui me repère. J'entre à France Inter. J'ai eu 0 période de chômage dans ma vie. Et je sais que je suis une exception. Ça, j'en ai conscience. Je sais que la majorité des journalistes de ma génération, la majorité des personnes qui travaillent dans les médias de ma génération, qui me suivent, doivent galérer. Passent par des périodes de galère, passent par des périodes hyper dures. Et je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que j'en avais pas conscience au moment où je me suis lancé. Très vite, je me suis dit, bon, bah, moi, ça va rouler, je vais faire mes études, je vais tout déchirer et je vais avoir un job. Mais en réalité, ça aurait pu se passer complètement différemment. Et pour la petite anecdote, on m'a repéré à France Inter parce que j'ai échoué un examen.
Ce qui est quand même dingue. J'étais malade le jour de l'examen, j'ai fait n'importe quoi, ça a fini en fou rire. Et ça a tellement éclaté le formateur qui s'est dit, bah, lui, je le vois pas ailleurs qu'à Radio France. Mais, euh, mais ouais, ça aurait pu se passer complètement différemment. Et très sincèrement, vu ma vie, je pense que si j'avais eu des périodes de précarité, ce qu'on appelle les pigistes, à savoir ceux qui travaillent ici et là, bah, j'aurais lâché et je me serais réorienté. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est ouais, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que tu es prêt à tous les sacrifices? Parce que c'est hyper dur en réalité. Est-ce que vous êtes heureux, Redouane Tella? Je suis hyper heureux dans ma vie. Ça, c'est une putain de chance que j'ai. J'en ai conscience. Je suis pas du tout. J'ai pas cette anxiété propre à ma génération. Moi, je suis un ovni. Je viens d'une autre génération. J'ai l'impression d'avoir 70 ans parfois. Je suis avec ma femme depuis 10 ans. On a eu un bébé à moins de 30 ans. C'est hyper rare. On est hyper heureux. Tout va bien. J'ai un travail depuis que j'ai 20 ans. Tout roule. Donc, ouais, j'ai de la chance. J'ai énormément de chance. Et je suis heureux, épanoui. Euh, J'espère que la suite va aussi bien se passer. Maintenant, comment vous définiriez votre rôle dans Radio France? J'ai eu peur, ça a commencé, je me suis dit. Mon rôle à Radio France, bah, depuis 8 ans, je travaillais aux côtés de Sonia De Villers, qui est une personne extraordinaire, une de mes inspirations. Donc avec elle, on a lancé l'Instant M, qui était l'émission des médias. Depuis la rentrée, parce que l'Instant M s'est terminé en juin, depuis la rentrée, on a un nouveau rendez-vous. C'est l'invité de 9h10, donc c'est un rendez-vous dans la matinale. C'est le 3e entretien de la matinale. Je sais pas comment me définir à Radio France. J'ai un côté un peu Gaulle volant parce qu'on a du mal à comprendre mon poste. Officiellement, je suis chargé de programme. Sur le site de France Inter, on me qualifie de producteur délégué du rendez-vous. Avec Sonia, on a souvent tendance à se dire qu'on partage un cerveau parce qu'on a à peu près les mêmes idées, on va dans la même direction, donc on est un monstre à deux têtes. Et à côté de ça, je fais des chroniques de temps en temps, donc ouais, j'ai un peu un côté Gaulle volant. J'ai un poste un peu particulier à Radio France, il n'y a pas trop d'équivalent, on forme un duo avec Sonia, alors qu'il n'y a pas d'autres duos de ce genre à Inter en tout cas. Donc ouais, c'est un peu particulier. Maintenant, Redouane, je vous propose de faire abstraction du passé. Oubliez tous ces échecs, tout oublier. C'est quoi Ouais. demain pour vous, Redouane Tella? Demain, c'est l'indépendance. C'est la liberté. Je vais quitter ma femme. Non, je rigole. Non, surtout pas. J'ai peur d'elle. Non, j'aimerais être plus libre. J'aimerais avoir plus de temps. Ça fait 8 ans que je suis en quotidienne. Là, ça va être ma 9e saison en quotidienne. C'est chronophage, ça me bouffe énormément. J'ai l'impression de perdre un bout de mon âme chaque jour. Donc non, j'ai envie d'être un peu plus libre, faire un peu ce que je veux. Merci, Redouane Tella. Bah merci à toi.